suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Mon invité aujourd'hui est Étienne Giros. Bonjour Étienne. Bonjour Hichem. Étienne Giros est le président du CIAN. Donc peut-être deux mots sur cette organisation qui travaille sur l'Afrique et qui rassemble plusieurs entreprises, 180 notamment, et peut-être un peu une idée sur sa structuration. En gros, vous avez dit l'essentiel. Le CIAN regroupe le secteur privé français investi en Afrique, mais pas uniquement. Nous avons aussi des membres qui sont d'autres pays, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, ou même de Monaco ou de Suisse, et même du Japon. Et nous représentons le secteur privé investi en Afrique, à peu près 80% du volume d'affaires français réalisé en Afrique. Et notre rôle est d'abord de mettre ces entreprises ensemble, de leur permettre de faire réseau, de se connaître. Et puis nous travaillons sur le fond, nous avons des groupes de travail, ou ce qu'on appelle commission dans notre jargon, qui leur permettent de se rencontrer et de se tenir au courant d'un certain nombre de sujets d'actualité. Et nous exerçons aussi un rôle d'influence, je n'ai pas peur de le dire, d'influence dans le bon sens, pas pour obtenir des passe-droits, mais pour défendre des valeurs qui nous sont très attachées, qui sont le développement de l'Afrique, l'importance du secteur privé, la bonne gouvernance, la RSE. Donc voilà ce que c'est que le CIAN. Nous sommes une organisation assez ancienne. Et en gros, pour résumer d'une phrase que je viens de vous dire, on peut être considéré comme le représentant du secteur privé français en Afrique. Vous l'avez dit, que vous êtes un homme d'abord aussi au long parcours africaniste. Vous avez longtemps vécu en Afrique. En fait, vous avez travaillé dans de grosses entreprises, notamment Bolloré. Vous aviez sous votre responsabilité 43 pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde ce continent, par quels moyens, surtout au niveau du CIAN, pour être dans la rénovation, l'innovation et dans la nouvelle manière de voir ce continent, comment aujourd'hui travaillez-vous sur ce continent ? Alors, vous l'avez dit, effectivement, ça fait maintenant 35 ans que je connais l'Afrique. J'y suis allé beaucoup de fois, de multiples fois. Je n'y ai jamais vécu, mais à force d'accumuler les voyages, c'est comme si j'avais passé près de 4 ans de ma vie. Et donc, je prétends avoir une certaine connaissance, pas universelle et pas au niveau de certains, mais quand même, je connais à peu près comment fonctionne à la fois les sociétés africaines et le marché des affaires. Alors, notre rôle, c'est de promouvoir les entreprises françaises, de les aider à se développer, d'une part, et d'autre part, de promouvoir le développement en Afrique. Car les deux vont de pair. Et vous avez utilisé le mot juste en disant, au fond, est-ce qu'il y a une nouvelle relation ? Oui, je pense qu'il y en a une. La relation qui présidait aux affaires entre les entreprises françaises ou la France et les États africains, notamment francophones, il y a 30 ans, n'existe plus. C'est ce qu'on appelait la France-Afrique, expression que je n'aime pas beaucoup. Mais en tout cas, il y avait un certain nombre de dérives dans ce système-là, il y a 30 ou 40 ans, qui n'existent plus. Et je trouve qu'à la fois, il faut contrer cette idée pour dire, ne vous trompez pas, ceci n'existe plus, il y a une nouvelle relation avec des... Moi, par exemple, je n'ai jamais connu la colonisation. Je ne l'ai jamais connue, je n'ai jamais œuvré pendant cette période-là. Donc, quand on m'accuse ou quand on m'attaque sur la France-Afrique, je dis, mais vous vous trompez de cible. Moi, je suis pour regarder l'avenir. Et les entreprises françaises sont aussi pour regarder l'avenir. Donc oui, il faut bâtir une nouvelle relation avec un continent qui s'est ouvert sur le monde, avec une jeunesse extraordinaire et surtout avec une nouvelle génération de dirigeants politiques et d'hommes d'affaires. Vous ne travaillez plus en Afrique aujourd'hui comme on pouvait le faire il y a 30 ou 40 ans parce que le continent s'est ouvert. Je l'ai dit, votre arrivée depuis 2014 a permis une véritable révolution intérieure. Vous avez changé la méthode, l'approche, la communication. Vous faites beaucoup de communication. D'abord, parlez-nous un peu sur ces structures sur lesquelles vous vous appuyez pour... notamment, vous avez un rapport annuel, vous avez 2 sessions de forum dans l'année sur l'Afrique. Oui, en ce qui concerne nos productions, si je puis dire, outre notre rôle de networking, de club, et par ailleurs d'experts et d'influenceurs, nous matérialisons cela par un grand forum qui s'appelle le Forum Afrique du CIAN, qui est un des événements majeurs sur l'Afrique à Paris, tous les ans, qui réunit beaucoup de personnes, et c'est un événement absolument marquant dans le calendrier.
Nous produisons aussi un rapport qui s'appelle le rapport Sian, qui est un rapport de la manière dont les entreprises ressentent le business et les affaires en Afrique. C'est très important. C'est un espèce de baromètre du ressenti des entreprises sur les investissements, sur les impayés de l'État, sur la croissance, sur la profitabilité. Et ça nous donne une image, pays par pays, de ce que les entreprises ressentent. Et au fond, ça peut être une attractivité pour les nouveaux entrants qui veulent entrer. Est-ce que je vais dans tel ou tel pays? Qu'est-ce que dit le baromètre du CIAT? Nous faisons ça. Et puis nous avons, à travers nos commissions, nos groupes de travail, nos réunions, nos déjeuners débats, nous recevons des personnalités, nous contribuons à la fois à parler de l'Afrique, parce que l'Afrique, il faut s'acculturer de l'Afrique, il faut la connaître. C'est un continent merveilleux. Mais ce n'est pas un continent que vous apprenez dans les livres. C'est un continent que vous apprenez par les relations humaines. Et mon cher Hichem, on en est un bon exemple, je pense. Et donc, et par l'expérience. Donc le retour d'expérience des groupes, c'est très important. Nous contribuons à ça. Et puis il y a une autre chose. C'est que tout investisseur, il ne regarde pas un projet d'investissement qui consisterait par exemple à s'installer en Afrique, à ouvrir une usine, à ouvrir une opération, une affaire, uniquement avec des critères financiers. Certes, il regarde les critères financiers, mais il regarde aussi l'environnement. Qu'est-ce que ça va emporter comme conséquence pour mon groupe de faire un investissement en Afrique? Est-ce que j'ai un risque d'image? Est-ce que j'ai un risque politique? Est-ce que j'ai un risque de sécurité ou militaire? Et tout ça, ça s'explique, car malheureusement, et je dis malheureusement, l'Afrique est souvent précédée d'une image pas toujours positive, dans l'opinion, dans la presse, dans les intellectuels, etc. Et donc notre travail, au fond c'est ça votre question, notre travail, ça consiste à expliquer l'Afrique et à dire que certes il y a des problèmes, et ne nous les nions pas, oui il y a des obstacles, oui il y a des déceptions, mais il y a des réponses à tous ces problèmes et à tous ces risques, mais à la fin de la journée, c'est l'avenir du monde. C'est un il y a un continent de croissance. Et par ailleurs, puisque nous sommes dans un système libéral, je n'ai pas peur de le dire, les acteurs économiques qui investissent, ils gagnent de l'argent. Donc, il faut surmonter cette appréhension du risque ou ce ressenti du risque. C'est notre travail. Le pouvoir d'influence se mesure aussi en part de marché. Aujourd'hui, comment peut-on considérer le poids de la France dans cette Afrique? Et vous êtes l'incarnation de ce business africain. Vous avez parlé de 80% de vos activités, en tout cas, et sur l'Afrique. Et vous êtes un poids lourd. Mais comment aujourd'hui, quels sont les secteurs clés? Quelle est la valeur ajoutée de la France? Comment la France se singularise avec aussi ce passé très très riche d'un pays qui connaît l'Afrique par cœur? D'abord, la France, avec l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, les anciennes colonies françaises finalement, elle a un avantage et un inconvénient, une difficulté. L'avantage, c'est qu'on a une relation intime avec le continent africain. Je peux en parler, ça fait 35 ans que j'y vais, mais tous les gens qui travaillent avec moi, nous aimons l'Afrique, nous avons des amis, on est proche de ce continent. Alors, certains pourront dire, mais ça c'est du blabla, sentimentaliste et tout. Non, je pense que ça compte. Dans la vie humaine, y compris dans la vie des affaires, il faut qu'il y ait du relationnel. Et on a une connaissance. Je préside aussi l'EPCAM, Hichem, qui est à peu près le même organisme au niveau de l'Europe que le CIAN. Donc ça représente le secteur privé européen. Donc je fréquente mes homologues ou les entreprises européennes qui sont investies en Afrique. Je peux juste vous dire que la relation entre la France et l'Afrique, elle est très profonde, elle est très riche, beaucoup plus que certaines relations d'autres pays européens qui n'ont pas notre passé. Donc ça, c'est notre avantage. L'inconvénient qu'on a, c'est qu'on a, vous l'avez dit, on a un passé de la colonisation, des guerres d'indépendance pour certains pays, ou des libérations pour d'autres, ou des indépendances pour d'autres, qui font qu'il y a un passé qui rejaillit quelquefois et qui complique la relation. Le Japon n'a pas cette difficulté, la Chine n'a pas cette difficulté, nous on l'a. Donc je suis quelqu'un qui aime bien parler vrai et dire la vérité. Donc oui, on a un avantage qui nous met, à mon avis, en très bonne position par rapport à nos concurrents mondiaux, mais on a, non pas une difficulté, mais une caractéristique qui est qu'on a ce passé et il faut le gérer. C'est donc la nouvelle relation entre la France et l'Afrique. Le business, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Je vais venir au business, oui. Et donnez-moi une idée précise, avec un propos incarné sur la richesse en termes de part de marché. Mais merci de me poser cette question, parce que vous me donnez l'occasion
de peut-être remettre les choses à leur place. Ça fait 20 ans que l'on dit que la France perd pied en Afrique et que les entreprises françaises perdent pied en Afrique parce que leur part de marché dans les exportations et les importations est passée, en gros, de 10% à 5%. Donc on nous dit, la France a divisé par 2 sa position en Afrique. Oui. Donc qu'est-ce que vous faites, les entreprises? C'est ça qu'on me dit. Ça, je dis que c'est indéniable. Mais il y a une raison pour ça. Ce n'est pas parce qu'on est plus mauvais que les autres. C'est simplement parce que des nouveaux acteurs sont arrivés, qui sont la Chine, la Turquie, la Malaisie, tous les nouveaux, les Émirats arabes unis, etc. Donc, tous ces nouveaux acteurs sont arrivés, ils n'étaient pas là avant. Donc, quand vous êtes sur un marché et que vous avez brusquement des acteurs très volontaires qui arrivent, c'est sûr que chacun perd un peu de part de marché. En revanche, ça, c'est l'aspect un peu négatif de la chose. L'aspect positif, c'est que les entreprises françaises, leur caractéristique, c'est que quand elles sont en Afrique, elles investissent en ouvrant des filiales, en général. Ce que font pas tous les autres. Oui. Nous, les autres font beaucoup de l'import-export, ils exportent leurs produits, ou ils viennent juste faire, par exemple, un chantier pendant 2 ans, etc. La quasi-totalité des banques du CIAN a des filiales en Afrique qui opèrent avec du personnel local, etc. Et donc, ils font des investissements sur place. Et ça se mesure par les investissements directs étrangers. Je ne voudrais pas embêter les auditeurs avec des notions trop techniques, mais ça s'appelle, il y a certains comprendront, ça s'appelle les IDE. Et il faut donc regarder le stock d'IDE, qui traduit tout simplement le poids de l'économie ou des entreprises françaises sur le continent. Et là, je dois vous dire que la France est deuxième. Le premier, curieusement, c'est la Grande-Bretagne, à cause des investissements dans le pétrole, à cause de Shell et de BP. Mais le deuxième, c'est la France. Loin devant la Chine, loin devant l'Allemagne, loin devant les États-Unis. Donc, il faut quand même pondérer cette critique et dire la France perd pied. Oui, des nouveaux acteurs sont arrivés. Alors maintenant, on en parlera peut-être après, oui. Il y a une question de vision de l'avenir et d'appréhension du risque, on peut en parler. Pourquoi cette image liée dans des discours populistes et pas seulement cette image de pilleurs, ces pays qui viennent piller l'Afrique, alors que comment contrer ce type de propos et surtout être... parce que je pense qu'il y a un problème de dialogue pour en arriver à cette incompréhension, pardon. Il y a un problème. Non, Hichem, vous avez tout à fait raison, c'est un sujet délicat. Il y a une certaine partie de l'opinion ou des hommes politiques ou des leaders d'opinion africains qui critiquent la France sur une soi-disant ou une supposée mauvaise attitude, notamment des entreprises françaises, qui seraient qualifiées de pillards, etc. D'abord, je crois que rien n'est moins vrai. Nous avons un comportement en termes de responsabilité sociale, d'inclusivité, d'emploi des Africains, etc., assez exemplaire, nous autres, les entreprises françaises. Je peux vous donner un exemple. Oui. Il y a 20 ou 30 ans, ce que je connais, il y avait encore beaucoup d'expatriés dans les filiales des groupes français. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. Toutes les postes de responsabilité ont été confiés à des Africains parce que... c'est le signe de quoi? Mais c'est un signe simplement qu'on reconnaît la qualité de l'encadrement des jeunes Africains, et c'est un signe qu'on ne cherche pas à diriger à la place des Africains. Bon. Deuxièmement, nous payons tous nos impôts là-bas. Nous avons une attitude en responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire la politique du genre, la dignité de l'emploi, la lutte contre la corruption, l'attitude citoyenne, etc., assez exemplaire. Et je pense que ça, c'est un mauvais procès qu'on nous fait. Mais c'est un procès assez facile parce que politiquement, sur place, ça peut rapporter. Voilà. Alors après... Nos concurrents, et notamment les nouveaux entrants, n'ont pas exactement la même attitude que la nôtre. Donc je trouve que c'est assez injuste. Oui. Aujourd'hui, on voit les crises en Afrique, des guerres, des conflits. Quel est l'impact de ces crises quand on voit le Sahel qui est en pleine décomposition? On voit l'Afrique centrale. Comment vos membres réagissent et quelles propositions ils font? Ça, c'est une question difficile. D'abord, il faut quand même toujours rappeler aux auditeurs que l'Afrique a passé assez remarquablement l'obstacle de la Covid. Nous étions tous très inquiets au début de la Covid sur le fait de savoir comment l'Afrique allait s'en sortir. Elle s'en est sortie très bien. En revanche, ça a quand même un peu déstabilisé la situation économique, ça a alourdi l'endettement des États, et est arrivée là-dessus la guerre en Ukraine, et surtout la hausse des matières premières et la hausse des coûts de fret et des coûts de transport, qui ont fragilisé les économies. Alors vous ajoutez à ça la partie sécuritaire du dossier, c'est-à-dire l'histoire du Sahel que vous avez évoquée, et ça donne donc une ambiance qui peut être qualifié de morose. Mais c'est une réalité, avant tout. C'est pas tellement une réalité. Parce que je vais vous faire une confidence, entre vous et moi.
les entreprises du CIAN, donc les entreprises françaises en Afrique, ont fait une bonne année 2021 en termes de résultats. Le chiffre d'affaires a été bon et la rentabilité et l'activité a produit des résultats positifs. Mais ça, c'est bon. Ce n'est pas un cocorico que je tire. Simplement, ça permet de rester, ça permet d'investir. Donc il faut le dire, ça. Oui. En revanche, quelques nuages arrivent, qui sont ceux que j'ai cités. Et donc, le sujet, c'est le ressenti du risque en Afrique. Comment les entreprises ressentent le risque. Car nous sommes confrontés à un sujet qui est qu'au jour d'aujourd'hui, j'en discutais encore ce matin avec des dirigeants français, les groupes internationaux ont une aversion au risque qui a beaucoup augmenté. Les groupes internationaux qui se sont fait attraper en Russie, qui ont perdu beaucoup en Russie, qui ont vu un certain nombre de pays qui sont tombés dans les difficultés, se disent, au fond, est-ce que je suis prêt à prendre des risques d'image, de rentabilité ou de crise sérieuse? Or, l'Afrique peut toujours faire craindre des risques. Quand on regarde depuis 30 ou 40 ans, il n'y en a pas eu tellement. Quand on regarde les 54 pays, il ne faut pas oublier que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Il y a 54 pays. Donc, il faut surmonter, et il faut donc expliquer qu'est-ce que sont les risques potentiels, et il faut accepter de les surmonter. Mais oui, il y a un ressenti des risques qui n'est pas totalement en faveur du continent en ce moment. Vous l'avez dit, il y a un réinvestissement en Afrique, mais pas suffisamment pour certains. Mais qu'est-ce qui reste en Afrique? L'Afrique a besoin de formation continue, elle a besoin de compétences, d'expertise. Et on voit ce besoin énorme. D'ailleurs, il est mondial, mais il s'oppose particulièrement en Afrique. De quelle manière vous contribuez à cette dimension? Eh bien, je crois qu'il faut que les entreprises françaises, il faut qu'elles soient présentes dans un certain nombre de secteurs qui sont essentiels. Au fond, la question que vous posez, c'est quels sont les secteurs prioritaires ou les priorités de l'Afrique aujourd'hui. Moi, j'en vois, à mon avis, 3. D'abord, la bonne gouvernance. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas les entreprises. Mais la lutte contre la corruption, une justice égale, une administration efficace, des situations de paix et de dialogue avec les minorités, etc. etc. La bonne gouvernance. Deuxièmement, les infrastructures. S'il n'y a pas d'infrastructure, Hichem, s'il n'y a pas d'électricité, si les opérateurs se voient couper l'électricité 6 heures par jour, ils ne peuvent pas travailler. S'il n'y a pas d'eau, vous ne pouvez pas travailler. Donc il faut des infrastructures. S'il n'y a pas de télécom, etc. Et troisièmement, il faut de la formation. Il faut mettre un poids énorme sur la formation. Je vous disais tout à l'heure que nous avons remplacé les expatriés par des dirigeants africains. C'est parce que la formation commence à produire ses effets et que nous avons des cadres de très grande qualité que nous pouvons embaucher. Et donc, il faut continuer la formation, et notamment dans le secteur technicien ou cadre intermédiaire, c'est-à-dire Bac-3, Bac+3. Ça, c'est très important. Voilà les 3 axes. Et nous, entreprises françaises, on peut contribuer à jouer notre rôle là-dedans. Qu'est-ce qui, par exemple, différencie la France d'autres pays comme la Chine? Je parle en termes d'apport à l'Afrique. C'est-à-dire qu'on sait ce que c'est. La Chine, elle a énormément d'activités en Afrique, avec également la Turquie. Mais peut-être ils ont une méthode. Est-ce que vous avez une réflexion autour des outils qu'ils utilisent? Certes, ils n'ont pas le passé qu'à la France, mais c'est étonnant, cette agilité et cette force de frappe. Je crois d'abord que la Chine, elle a une volonté stratégique d'investir en Afrique, peut-être de la conquérir partiellement, en termes économiques, j'entends, que nous n'avons plus, parce que nous autres Occidentaux, nous autres Européens, parce qu'on a à la fois une aversion au risque, comme je viens de le dire, mais on a aussi d'autres potentialités de développement. Donc il faut d'abord une volonté politique. Et il faut que l'État, les États européens, mais aussi les entreprises européennes se disent d'accord, je suis prêt à prendre un peu de risque. Je suis prêt à risquer peut-être un problème de réputation. Depuis des années, ça. Mais ça oui, qui est, mais on le dit. on mais, le voit, mais aujourd'hui, il y a un nouveau même partenariat qui va être mis en œuvre d'ici la fin de l'année, mais il semble ne pas être tout à fait à la hauteur des ambitions Europe-Afrique. Ça, je pense, c'est la première condition, c'est la volonté de le faire. Deuxième différence, puisque vous m'interrogez là-dessus, c'est que je pense que nous autres, entreprises européennes et notamment françaises, nous sommes largement présents sur le long terme en Afrique. On est l'ami des mauvais jours et l'ami des bons jours. Ça va bien, on est là, mais ça va pas bien, on reste. Quand même.
On peut le dire. Je peux vous dire que les membres du CIAN, c'est ça. Et donc, c'est le long terme. On n'est pas là, pardon d'utiliser une expression vulgaire, mais on n'est pas là pour faire des coups. Les nouveaux acteurs qui arrivent, je prends l'exemple de Ebola. Vous vous souvenez de la crise Ebola? Les entreprises françaises, notamment en Guinée et au Nigeria, qui ont été très touchées, ils sont restés. Je peux vous dire que ces deux pays nous en ont été, on me l'a dit, nous en ont été très reconnaissants. D'autres acteurs nouveaux ont sorti leurs dirigeants et leurs entreprises sont sortis de crainte d'avoir des problèmes sanitaires. Voilà. Donc ça, le long terme, ça compte beaucoup. Troisièmement, il y a le relationnel. Ce que je vous disais sur la proximité des relations entre ces deux continents, que sont l'Europe et l'Afrique, et notamment la France et l'Afrique, c'est quand même quelque chose. Moi qui le vis personnellement, à titre humain, depuis maintenant 35 ans, ça compte beaucoup pour moi. Et je pense que la relation humaine avec un Africain, ça veut dire quelque chose. On n'est pas là uniquement pour faire du business. Alors, on peut faire du business, parce que je pense que le bénéfice et le profit, c'est tout à fait en faveur du développement. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de bénéfices. Mais on peut aussi avoir une relation. Donc on a un savoir-faire, un historique, qui devrait être la différence. Donc la question, c'est la volonté. Est-ce que j'y vais ou pas? Vous êtes membre de conseil des affaires de Europe. Je donne le titre exact, le Conseil européen des affaires pour l'Afrique et la Méditerranée. Comment le travail de cette structure se fait et quelle est l'articulation entre vous et cette institution? C'est une organisation qui regroupe les représentants du secteur privé de 13 pays européens. Oui. Et notre rôle, en gros, c'est de représenter le secteur privé européen investi en Afrique aux yeux de l'Union européenne et aux yeux de l'opinion. L'Union européenne est un acteur absolument clé et essentiel pour l'Afrique, puisque d'abord, il y a beaucoup d'argent européen qui sont versés en Afrique, mais deuxièmement, il y a aussi des réglementations qui sont produites par l'Union européenne et qui régissent et qui contraignent nos entreprises dans leur activité quotidienne. Je pense par exemple à la conformité à la RSE, à ce qu'on appelle en anglais la compliance, c'est-à-dire le devoir de vigilance, la lutte contre la corruption, etc. Les réglementations qui nous régissent proviennent de l'Union européenne. Donc il faut qu'on soit là pour leur expliquer comment ça se passe. Car l'Union, elle n'est pas tous les jours sur le terrain comme nous le sommes. Absolument. Vous l'avez évoqué, vous êtes un influenceur et aussi vous faites de la diplomatie entrepreneuriale. Quel est votre degré de dialogue, de concertation avec la France pratique une politique africaine? Comment vous intervenez? Est-ce que vous avez de l'écoute, de l'influence et comment être dans une forme d'indépendance pour apporter cette expertise et pour qu'elle soit utile? D'abord, je vais vous faire une petite confidence. Notre indépendance, elle provient du fait que nous ne sommes pas subventionnés. Et donc, nous ne devons rien aux autorités, ni européennes, ni françaises. Donc, nous avons notre liberté de parler. Mais deuxièmement, on est dans la co-construction. On n'est absolument pas dans l'opposition. Le gouvernement, qu'il soit européen, à travers la Commission, ou français, a son agenda, qui est un agenda politico, diplomatico-militaire, et économique aussi. Nous, on a un agenda économique, de business. Et donc, nous ne prétendons pas dire au gouvernement ce qu'il doit faire. En revanche, nous sommes proches d'eux, puisque nous avons des dialogues où on se connaît, et au fond, le monde, à la fois l'entreprise privée et publique français, sur l'Afrique, il est assez réduit, on se connaît tous. Et on partage nos points de vue et on se comprend. Après, chacun prend les arbitrages qu'il doit prendre en fonction de son agenda. Mais oui, on a des relations, mais il n'y a pas d'institution formelle. Par exemple, il n'y a pas de, de commission trimestrielle entre l'État français et le secteur privé qui définirait une politique. C'est plus par relation et par partage d'idées et de convictions. Je vais dire un truisme, le monde est un village global, mais on voit la crise ukrainienne, on voit les tensions un peu partout. Est-ce que tout cela va peser sur les affaires? On le voit, il y a déjà une crise alimentaire forte. Comment vous, qui êtes très intéressé par la prospective et un peu ce qui va se passer pour l'avenir, comment voyez-vous ça au niveau de votre institution? De mon institution, je pense que ça pèse sur deux grands chapitres. Le premier, c'est le chapitre économique. Le continent, comme le monde entier,
va avoir à faire face à une crise de l'énergie, à l'inflation et à des difficultés de transport et de logistique. Il ne faut jamais les oublier. L'Afrique, elle est peut-être davantage que d'autres soumise, à cause des pays enclavés, à cause du nombre d'importations et des intrants qui viennent de l'étranger, au problème de la rareté logistique. Il ne faut pas oublier que les coûts de transport maritime, 80% de ce qui est consommé en Afrique, quand ce n'est pas du local, vient en bateau, ont été multipliés par 4. Et quelquefois, la logistique coûte plus cher que le produit. Donc, ce n'est pas du tout neutre. Et j'insiste là-dessus. Donc, c'est les 3 facteurs. Alimentaire, énergie, inflation et transport. Donc oui, ça c'est un risque. Ça c'est le premier ordre d'idée. Le deuxième ordre d'idée, c'est l'image que ça donne du continent africain. Est-ce que le continent africain devient risqué du coup? Et ça c'est un souci pour nous. Les entreprises, les acteurs, les investisseurs, qu'ils soient allemands, belges, anglais ou français, se disent comment je regarde l'Afrique. La taille des marchés est assez petite. Donc est-ce que je prends le risque sur un marché assez petit et modeste en taille, pas en potentiel, mais en taille, de prendre un risque de réputation à cause de la compliance, ou de risque politique ou économique, ou de difficultés conjoncturelles? Est-ce que je fais l'investissement? On me demande d'investir 50 millions d'euros. Est-ce que je le fais ou pas? Est-ce qu'il n'est pas temps d'être prudent? Je viens d'avoir des difficultés avec la Russie. Il y a des menaces dans le monde. Oui. Et donc, dès que vous avez une aversion au risque, vous pouvez freiner les investissements. Et c'est jamais bon dans les pays ou dans les continents en développement. On a quelques minutes, et même très peu de minutes, si je puis dire, pour exactement quelques secondes. Mais comment voyez-vous votre activité maintenant qu'on a un tout petit peu quitté la zone de Covid, la période délicate de l'épidémie? Comment les choses se présentent pour vous? Est-ce que vraiment il y a des raisons pour rester optimiste? Il faut rester en Afrique. Il faut même investir en Afrique. Les fondamentaux sont là. Ce qui était vrai il y a 7-8 ans, au moment de la flambée de l'Afrique où tout le monde sautait comme un cabri en disant l'Afrique c'est formidable, c'est toujours vrai aujourd'hui. En revanche, il faut bien analyser la perception du risque que nous avons. Est-ce que l'Afrique, du fait de la guerre en Ukraine, de la crise économique, etc., est plus risquée qu'avant? Moi, je ne le crois pas, personnellement. Mais notre travail, c'est de convaincre tous les acteurs, y compris les acteurs politiques, que c'est l'inverse et que ça ne doit pas nous réfréner à aller en Afrique. Et puis, il faut traiter aussi le problème de la relation politique, historique, mémorielle, etc., entre la France et l'Afrique, qui, j'espère, est en bonne voie. Étienne Géros, je rappelle que vous êtes le président du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci Hichem, et on va continuer.